Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, merci de nous faire confiance et de suivre tous les matins le magazine kiosque du lundi à vendredi 9h30 sur Canal Congo Télévision, Canal Kiné Radio Liberté Kinshasa avec la complicité de la grande équipe technique sous la supervision de Romain Makonda, Doudou Montieri, Alain Kabongo, Bob Zamba, Christian Banzolo, Papin Zombo. Je vous dis merci ce matin. Kiosque au menu ce jeudi 25 janvier 2018. Riposte du gouvernement congolais à la décision de la Belgique de priver la République démocratique du Congo de 25 millions d'euros d'aide directe. La RDC envisage la fermeture de la maison Schengen ainsi que de la nouvelle agence belge de développement. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet de ce magazine kiosque, c'est la manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa hier qui sont descendus dans le Riu pour revendiquer le paiement des frais académiques au taux de 92 000 francs congolais, le dollar américain au lieu de 160 000 francs congolais au taux actuel. Aussi, ces étudiants revendiquent-ils la réhabilitation de leurs collègues exclus pour avoir pris part à une manifestation de l'opposition. Nous parlerons également dans ce magazine kiosque du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme qui a publié son rapport annuel pour l'année 2017 sur la situation des droits de l'homme en RDC. On note une hausse de 25% des cas de violation de droits de l'homme. Le dernier sujet qui sera peut-être abordé, si le temps nous permet, c'est la tournée du secrétaire général de la majorité présidentielle auprès de partis politiques membres de la MP. Aubin Minakou fait le rappel des troupes pour se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui pointent à l'horizon. Kiosque, deux invités sur ce plateau. Il s'agit de John Lungila de Congoweb. Bonjour John. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous vos téléspectateurs et même les auditeurs qui nous suivent à travers la radio. Oui, en face de lui, nous avons Elisère Tamboué. Bonjour Elisère. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous prenons le premier sujet, c'est, je le disais dans les titres, c'est la riposte du gouvernement congolais, le gouvernement congolais qui envisage la fermeture de la maison Schengen ainsi que de la nouvelle agence belge de développement. Que pensez-vous de cette réaction, Elisère Tamboué? Merci beaucoup madame, merci encore une fois de plus de l'invitation qui vous m'adressez après autant de temps. J'aimais penser être en embargo. Merci. La réaction du gouvernement, c'est... Je ne sais pas quel commentaire je peux faire quant à ça. Parce que c'est un gouvernement qui est en décadence, un gouvernement qui ne sait plus où s'accrocher, un gouvernement qui voit les démons partout, un gouvernement qui n'a plus de légitimité, un gouvernement en perte de boussole. Un gouvernement qui n'a ni l'adhésion populaire, ni la légitimité, moins encore la légalité. Et voilà, c'est un gouvernement perdu, si je peux le dire ainsi. Mais est-ce que la question, c'est au-delà de l'effet d'annonce? Est-ce que le gouvernement mettra-t-il en exécution sa décision qui a des conséquences sur les citoyens? Non, d'abord sur le plan... sur la Belgique. Madame, sur le plan diplomatique, j'ai comme impression qu'ils ne comprennent rien. Parce qu'en relation internationale, certainement que le rapport entre les États, c'est le rapport de force. Nous, Congo, nous RDC, nous avons quelle force vis-à-vis des autres? Sur quel plan nous pouvons nous dire que nous constituons une force? Sur quel plan? Sur le plan militaire? Est-ce que nous sommes une force sur le plan militaire? Sur le plan économique? Est-ce que nous sommes une force? Sur quel plan la RDC peut se considérer réellement un État qui doit, j'ai entendu mes confrères hier, deux philosophes que vous avez reçus, j'ai entendu, j'étais malade là où j'étais parce que je me disais, mais il faut d'abord comprendre c'est quoi l'État. Ce ne sont pas les éléments constitutifs d'un État qui font de l'État un État. L'État a une définition. Alors là, j'ai compris qu'il y avait deux choses. Aujourd'hui, quand eux essayent, je ne sais pas, cette folie-là vis-à-vis de la Belgique, est-ce qu'ils savent pourquoi? Et la maison Schengen, on avait confié l'octroi des visas à la Belgique.
quelle décision qui peut se prendre sur le plan international sans demander l'avis de la Belgique, l'ancienne métropole. Donc c'est juste une folie des grandeurs qu'ils font, alors que on peut traiter à égal si nous constituons une force sur un plan. Je ne sais pas quel plan de la vie que la RDC constitue une force. Merci Elézer, John Lungila. La maison Schengen, bien que gérée par la Belgique, travaille pour le compte de 26 pays de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas une guerre diplomatique que la RDC s'engage contre tous ces pays, ces 26 pays, et puis la RDC ne risque-t-elle pas de s'isoler diplomatiquement? Merci beaucoup madame pour la question. Je crois qu'une mise au point importante, c'est que d'abord la République démocratique du Congo n'est pas en guerre avec la Belgique. La République démocratique du Congo n'est pas en conflit avec la Belgique. Mais la situation dont fait l'objet de l'émission, le sujet en question, c'est parce que au niveau de Kinshasa, on a décidé de la fermeture de l'agence, la maison Schengen, et une autre agence belge qui est effectivement ici chez nous. Et je crois que c'est consécutif à une décision prise par Bruxelles concernant la coopération, précisément le financement de certains secteurs en République du Congo, aussi longtemps que l'agence de développement, la dite agence de développement existe pour des raisons dont la légion de la Belgique de retirer les financements ne justifie plus, aussi longtemps que Maison Schengen est ici chez nous, avec pour des raisons entre autres liées à ces financements coupés par la Belgique, moi je crois qu'il est tout à fait normal que Kinshasa puisse prendre une telle décision, parce que si ces financements qui devaient nous parvenir par l'intermédiaire de cette agence, si ces financements pouvaient aussi passer par la maison Schengen, aussi longtemps que le canal d'envoi de l'argent est échangé et sans qu'il y ait concertation, comme ça a été le cas en amont, c'est tout à fait normal que la décision de Kinshasa soit prise. Mais je crois que ça fait partie de ce qu'on peut appeler un peu comme la guerre diplomatique. C'est vrai, rappelez-vous, il y a quelques mois, Kinshasa avait décidé de couper la coopération militaire avec la Belgique, de refuser toute aide dans le secteur de l'armée avec la Belgique, parce que la Belgique avait pris une certaine position qui dérangeait pratiquement et Kinshasa et la souveraineté de Kinshasa. Mais donc, avec ça, oui, c'est la population qui va en pâtir. Au nom du principe des réciprocités, il était tout à fait normal, la réaction de Kinshasa devait arriver dans ce sens pour répondre à cette décision prise par la Belgique sans concertation qui pratiquement n'a pas respecté aussi Kinshasa en matière de coopération. Alors John, vous croyez que par rapport à cette réaction de la RDC, la Belgique va infléchir sa position, la position par rapport à cette réaction de la RDC? Vous savez, madame, les problèmes ici, il faut des fois aller au-delà de ce qui est visible. C'est vrai quand le gouvernement prend des engagements au nom de la République et c'est au profit du peuple congolais. Mais il n'y a aucune décision, aucun engagement que le gouvernement peut prendre pour des intérêts d'un groupe d'individus. Je crois qu'il est vrai que ça a accordé certaines faveurs, facilités au peuple congolais, mais aussi longtemps que le partenaire a jugé autre la procédure, moi je pense qu'il est tout à fait normal, en toute responsabilité, que le gouvernement puisse se retirer. Je parie que ceci ne met pas fin à la coopération entre Bruxelles et Kinshasa. Ça fait partie des niages qui pourront trouver... Ça aura quelles conséquences, comme si ça ne met pas fin? Non, la conséquence, moi je crois que c'est de part et d'autre. Je crois que la maison Schengen est établie à Kinshasa, pas seulement pour les intérêts des Congolais. Il y a aussi des Belges qui vont en pâtir. Moi, je crois qu'à la longue, comme ça a été le cas avec la coopération qui a été coupée militaire, vous avez vu, il y a eu de marathons diplomatiques avec le président de l'Assemblée, avec le Premier ministre. Finalement, la solution a été trouvée. Je crois que c'est la diplomatie. En diplomatie, il n'y a jamais eu un vainqueur ou une vaincue, c'est vrai. Ils vont toujours aboutir à une solution et je crois que ça pourrait être décanté à la longue.
il y a de peur que de mal, madame. Oui, Eliezer, que John ne reconnaît pas, la RDC s'engage dans un bras de fer avec la Belgique suite à ces critiques au sujet des récentes répressions de la marche des différentes manifestations de l'opposition, mais aussi des laïcs catholiques. Est-ce que la RDC ne se comporte-t-elle pas comme un malade qui prise le thermomètre? Madame, vous savez, soigner la fièvre. Oui, madame, vous savez que depuis un certain temps, John Lungila est perdu, complètement perdu. Il s'est lancé dans des choses que je ne comprends plus rien parce que je connais John Lungila. On faisait des débats avec lui avant. Et là, je suis en face de quelqu'un qui le ressemble. Je vais vous dire d'abord tout à l'heure tout ce qu'il a dit. Il s'est contredit lui-même. La situation est normale. Il est normal. Il est normal de faire quoi? Quand vous trouvez dans un pays où vous suspendez la coopération militaire avec un État qui a formé votre chef d'état-major, Didier Toumba, c'est les fruits de la Belgique. Les Denis Kaloumé, ce sont les fruits de la Belgique. Et vous dites, eh ben, nous coupons la relation, la coopération militaire. Est-ce que la Belgique a besoin des militaires congolais parce qu'elle est en guerre? La Belgique n'a pas besoin des militaires congolais. C'est vous qui êtes en insécurité chaque jour. C'est vous qui êtes en difficulté chaque jour. C'est vous qui vous plaignez chaque jour. Voilà ce qui s'est passé. Vous venez de faire mention de la marche, des marches qui se font, qui vont continuer encore à se faire, madame. J'ai entendu mes estimés confrères hier ici, je me suis dit, bah, il fallait, comme c'était deux philosophes, il fallait qu'ils puissent montrer quelque chose. Quand vous entrez dans les œuvres des grands philosophes, les philosophes appelés philosophes des Lumières, nous voyons là-bas Jean-Jacques Rousseau, nous voyons Thomas Hobbes, nous voyons John Locke. Quand vous voyez ces philosophes des Lumières, ils parlent d'une chose, de la souveraineté, madame. La souveraineté, ils disent qu'il y a un contrat social qui lie les gouvernés du gouvernant. Et à un moment donné, au cas où, d'abord, en échange, le peuple accepte d'être gouverné en échange de la sécurité. Ça, c'est un. C'est là que j'ai dit que, en tout cas, les mots qui sont polysémiques, surtout de la science politique, il ne faut pas venir à la télé raconter des conneries. Vous ne connaissez même pas la constitution de l'État, comment l'État est né. Maintenant, dans ce contrat, les trois philosophes de Lumière, ils disent qu'au cas où ces engagements ne sont pas respectés, qu'il y a abus de la part des gouvernants, le peuple peut se rebeller. Voilà le terme utilisé. Le peuple peut se rebeller. Mais ici, ce sont des marches qu'on est en train de réprimer, de la manière dont ils sont en train de réprimer. Aujourd'hui, ils disent que non, voilà, John Lungila vient de dire que la Belgique est aussi perdante. La Belgique est perdante en quoi? La Belgique est perdante en quoi? La Belgique ne perd rien. Attendez. La Belgique, en tant qu'État, elle est moins perdante que nous, la RDC. Parce qu'on se plaint. Qu'est-ce que nous avons? Il parle de financement. Si la Belgique aujourd'hui a décidé de financer, je ne sais pas, les structures autres que l'État, c'est parce que au Congo, ce sont les visages humains qui sont confondus à l'État. Ndekoya colonel. Donc, pour les Congolais, c'est le colonel qui est l'État. Ndekoya général. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les individus qu'on doit confondre, on doit confondre les visages des individus à l'État. Alors, madame, quand on parle de financement, vous avez des individus remplis, donc ce gouvernement rempli de gens sanctionnés, pour détournement des fonds. Vous avez vu, nous sommes ici avec vous à Kinshasa. Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État, va déposer un dossier. On arrête M. Guido, on arrête Narcisse, les gens de la DGRK. Les détourneurs, parce que ce n'est même pas le détournement, parce que le détournement, c'est quand on prend l'argent pour acheter les journaux, on achète les livres. Les voleurs, on prend les spoliateurs, ceux qui ont spolié, en complicité avec Kabang et Numbi, avec l'autre, les CGA, Kokoyangi, les deux messieurs-là. On arrête le secrétaire général de l'urbanisme et habitat. On l'amène. Quelques jours après, on va les libérer à 19h. Attendez, madame, je suis en train de dire. C'est auprès de ces gens-là que vous voulez que le pays si sérieux puisse apporter leur financement et donner aux détourneurs, aux voleurs, les gens qui ne savent que se construisent des maisons. Ils sont en train de tout spolier, tout vendre.
la gare centrale. Je vous ai dit que Thomas Loa qui est en train de vendre. Il est passé avec les journalistes qui n'avaient pas de documents. Mais attendez, madame. Ou bien on vous a dit de ne pas aborder de telles questions, madame. Non. Nous sommes dans le sujet. Bien sûr, je suis dans le sujet. Je justifie ici pourquoi la Belgique a refusé de financer l'État congolais. Parce que c'est l'État qui est rempli de voleurs, de détourneurs, madame. Il y en a de preuves. Parce que tous ces gens-là, on a parlé de la site Sokopao, qui ont vendu. Et pourquoi les arrêtés des Kabang et Nungi de Kokonyan ont été la question de la préoccupation par rapport à ce qu'avait dit John. Madame. Est-ce que nous dans ce bras de fer... Ce n'est pas pour rien que la Belgique prend la décision. Nous sommes ici à CCTV. On dit Serge Kabongo est là, Doudou Montiri est là. On dit on retire la gestion de l'argent de Doudou Montiri ou à Serge Kabongo parce que Serge Kabongo est voleur. Bon, ça devient un problème. Alors, qui est perdant? C'est seulement une seule personne qui est perdant. Moi, je pose la question, madame. Je réponds par une petite question. La main qui donne, c'est celle qui domine. Qui est perdant? C'est celui qui devait percevoir ou celui qui devait donner? Merci, on lit les titres de journaux parus ce jeudi 25 janvier 2018 dans la capitale. L'agence presse associée titre Cardinal Mosengo, nous voulons que règne la force de la loi et non la loi de la force. Isidore Ndaïwel, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et puis un autre titre, manifestants réprimés en RDC, l'Union européenne veut que les responsables soient jugés. Le phare, la RDC décide de fermer la maison Schengen à Kinshasa. Dans les coulisses de la marche du 21 janvier 2018, écrit toujours le phare, affaire de Tchad. Kapangala, la famille officielle se dispute la dépouille mortelle. La manchette titre, sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? S'interroge le cardinal Mosengo, toujours à sa une. Suspension de l'aide de la Belgique. Le gouvernement congolais répond en fermant la maison Schengen. Forum de Zas, le Sénat, toujours la manchette a écrit à sa une, bataille rangée ce mercredi entre étudiants et policiers. Forum des As, le pasteur Mugalou invite Monseigneur Mosengo à se confesser. La prospérité a titré Marche pacifique du 21 janvier 2018. Laurent Batumona salue la détermination du peuple congolais à bâtir une société plus humaine. Élisée Tamboué, vous avez évoqué la marche. Nous avons vu le cardinal Mosengo, qui a salué la bravure des filles du fils et filles du Congo qui ont bravé la peur. Ils ont marché, c'est le cas de Laurent Batumona, comme écrit La Prospérité, qui était là, qui a parcouru les rues, les capitales avec sa base. Depuis Makala, Yolo, il a quand même parcouru et le journal retrace un peu ses cafés. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, j'étais sur le terrain. J'étais partout presque, omniprésent. J'ai vécu ce qui s'est passé. Et j'en ai les images. Madame, j'étais à la conférence du cardinal Mosengo. Les grandes lignes, les grands mots, comme il a dit l'autre fois que les médiocres dégagent. Et les médiocres se sont sentis mauvais. Ils se sont mouchés. Et tous les Congolais ont entendu que les médiocres criaient parce qu'on a parlé d'eux. Ici, il a dit, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Tel que je parle, là, je peux descendre, on dit, Moukama, t'es pas le bain, on me met dedans. J'ai Coco et où? Depuis presque 80 jours aujourd'hui. Arrêté. Aujourd'hui, il est transféré à l'hôpital, à la clinique Ngaliem. Bon, nous sommes là, quand on revendique quelque chose. Et puis il a ajouté une chose. Nous voulons un pays où règne la force de la loi et non la loi de la force. La loi de la force, c'est quoi, madame? C'est la tyrannie. Alors la tyrannie, c'est quoi? Il y a un auteur, James Madison, qui a dit ceci: l'accumulation du pouvoir par un groupe d'individus ou par un individu, ça s'appelle tyrannie. Et cette tyrannie-là, on dirige par la force. On n'a pas besoin de ça. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une république. Il y a les pratiques d'une république. Nous sommes même dans un royaume, on sait quand même respecter certains principes de la vie. Ici, madame, si le cardinal Mosengo est en train de louer
le bravo du peuple congolais. On pensait peut-être qu'avec ce qui s'était passé les 31, tout le monde pouvait avoir peur, alors que... Et parmi ces braves, il y a le journal La Prospérité qui cite l'honorable Batomona. Oui, bien que moi je ne l'ai pas rencontré personnellement. Le journal le relate écrit ici. Oui, ça c'est le reportage. 4, Laurent Batomona, fidèle de l'église Saint-Mathias de la commune de Makala, il ne s'est pas retenu pour lui féliciter du soutien qu'il apporte au CLC, sa participation à cette marche comme chrétien catholique aux côtés de l'abbé curé Noël Makolo. Je lis un extrait de ce journal. Des deux vicaires, Philippe et Iyo, et du comité paroissial illustre bien sa détermination à vouloir aider la population à garder espoir pendant que l'utopie se porte mal. Il a écumé l'heure gazeux de lacrymogène entre les avenues Kinzenza et Mbolé, témoin oculaire de la prise de conscience de la population sur les signaux d'alarmement qui se sont allumés sur la situation sociale, politique et économique. John, un mot par rapport à ce brave député. On l'a vu dans les rues, les journaux le relatent. Je vous laisse porter la responsabilité de ce mot. Non, parce que le cardinal a salué quand même la bravure et il y a un à ses députés. Je suis pas venu ici pour parler de Laurent Batomona. Il sait ce qu'il est en train de faire en tant qu'élu, le député national. Il porte la responsabilité de ses actions. Mais brave député, moi je crois qu'il faudrait trouver un autre mot. Mais parce que nous parlons de manifestations publiques, vous savez, nous devons aussi avoir le temps, parce qu'on n'est pas seulement un État démocratique, nous sommes une république, nous sommes un État où il y a des lois qui régit notre comportement, le comportement des uns et des autres. Ici, nous ne sommes pas dans une salle où les uns sont là pour dicter ou pour suivre le comportement des autres. Nous sommes là tous pour nous mettre d'accord sur le principe de base qui doivent régir le comportement des uns et des autres et veiller à son application. Si le problème se pose, il y a des couacs au niveau de l'application de principes que nous avons établis ensemble, ça va nous amener dans ce que nous appelons bras de fer et nous risquerons de nous entretuer pour rien. Je salue parce que cette fois-ci, le cardinal a été doux. Je n'ai pas remarqué un peu la passion dans ses propos. Il a dit ce qu'il pensait dire, mais il n'a pas cette fois-ci fait l'apologie de la haine comme ça a été la fois passée. Vous savez, la loi en matière de manifestation publique, il faut bien la lire et en intégralité et en comprendre et avoir son appréhension. Quand vous lisez cette loi sur les manifestations publiques, on vous dit, parce que nous sommes passés du régime d'autorisation au régime d'information, quand vous saisissez l'autorité pour lui informer d'une marche ou d'un meeting ou d'un élément qu'on sort, il faudrait l'autorité qui reçoit la requête, il met à cadence la police pour assurer l'encadrement. L'encadrement, effectivement. Et il faut savoir, c'est ce que dit la loi, s'il y a des dérapages, s'il y a des conséquences pendant la marche, le policier qui est sur terrain pour l'encadrement, sa responsabilité pénale n'est pas engagée. Et même de l'État. C'est au contraire les organisateurs qui sont responsables devant la justice pour répondre de dérapages et conséquences qui sont enregistrés pendant la marche. Et les policiers restent impunis. C'est ce que dit la loi. Et merci, John. Je vais terminer, s'il vous plaît, je vais terminer. Et la police encadre la marche de le lieu, donc le point de départ et le point d'arrivée. De le point de départ, la policier doit être là. Vous avez vu que cette fois-ci, le point de départ était quoi? Était de paroisse. Ça a été dit dans le communiqué. C'était tout à fait normal que les policiers s'invitent dans le porte d'entrée des paroisses parce que c'était là le point de départ pour encadrer de marche. Et c'est effectivement, il y a eu des dérapages parce qu'à chaque fois qu'il y a intervention de la police dans des manifestations publiques, c'est vrai, c'est difficile qu'on enregistre 0 blessé ou 0 interpellation, mais je crois que le plus important, quand nous disons, nous engageons la responsabilité de la police ou de l'État, il faut commencer par savoir ce que dit la loi. Merci John. On prend le deuxième sujet de ce kiosque de ce jeudi 25 janvier 2018. Pour la énième fois, les étudiants de l'UNIKIN sont descendus de rue
pour revendiquer le paiement de frais académiques au taux de 92 000 francs congolais pour $100 au lieu de 160 000 francs congolais. Est-ce qu'ils revendiquent également la réintégration de leurs collègues qui ont été exclus pour avoir participé à une manifestation de l'opposition? Et en réaction, le ministre a regretté le fait que chaque fois qu'il y a une revendication, les étudiants sortent dans la rue, au lieu de suivre, d'approcher les autorités. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette énième? Pourquoi les autorités attendent qu'il y ait manifestation, les étudiants sortent dans les rues pour trouver une solution? Parce que le ministre a promis une réunion aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu même une répression violente avec les étudiants de l'IBTP il y a peu. Pourquoi seulement? Moi, je crois que pour ces dossiers-ci, il y a soit un problème de communication, c'est-à-dire parce qu'il y a une décision qui a été prise en rapport avec la revendication la toute dernière des étudiants de l'INKIN. Ça fait pratiquement 1 mois, si pas 2 mois, il y a eu conseil des ministres sur cette question et l'option a été levée parce que le problème se pose autour du taux des frais à fixer pour le frais académique. Et au conseil des ministres est tenu, je crois, il y a 2 mois, l'option a été levée que les étudiants vont payer au taux des 96, tel que ça a été officiellement défini l'année passée. Il n'y aura pas majoration de frais académiques. Ils vont payer le même montant tel que ils ont payé l'année passée. Alors qu'est-ce qui explique tout ça? Il y a eu soulèvement à l'ISTA sur cette même question. Le problème a été résolu. Le problème s'est posé à l'INBTP. Ça a été posé à l'INBTP. Même le ministre des tutelles a signé une note circulaire qui a informé à tous les chefs d'établissement de mettre en application cette décision levée au Conseil des ministres. Et vous avez appris que le DG de l'INBTP a été suspendu. C'était toujours à cause de non-respect de cette nouvelle directive. Alors hier, les étudiants de l'INUKIN sont descendus, ont fait des troubles parce qu'ils revendiquaient contre le problème des taux. Il semble qu'on leur impose le taux de 16. Et la promptitude avec laquelle le ministre a réagi hier, il a d'abord commencé par rappeler les décisions prises lors du Conseil des ministres, que le taux à payer, c'est tel que décidé l'année passée. Ça veut dire qu'ils vont payer au taux de 96 le dollar, et il n'y a pas majoration de frais académiques. Ça, c'est ce que le ministre a rappelé hier. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui encore le matin, que les étudiants reviennent encore dans des troubles autour de la même cause. C'est vrai. Hier, il y a eu intervention de la police pour rétablir l'ordre. C'est la mission de la police. Il y a un étudiant qui s'en est sorti avec un bras broyé parce que... On a jeté les gaz lacrymogènes même de haut, selon l'information que moi j'ai, parce que je suis en contact avec la coordination des étudiants, on a jeté le gaz lacrymogène. L'étudiant a repris pour renvoyer le gaz vers les policiers. Malheureusement, le temps de répondre et d'envoyer, ça a explosé dans sa main et ça lui a endommagé le bras. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui matin, les étudiants sont sortis. Mais vous savez, madame, c'est là où je demande aux étudiants d'être en communion avec leur ministre. Je crois que le ministre de l'enseignement ne cesse de demander aux étudiants et même d'autres acteurs du secteur, à chaque problème, il faut toujours commencer par le dialogue parce que sa porte est grandement ouverte. Mais ce n'est pas la première fois. Pourquoi ils ne trouvent pas une solution définitive? Auraient dû aller voir leur ministre pour poser ces problèmes et je crois qu'on aurait évité ce qui s'est passé parce que vous n'allez pas demander à la police de rester indifférent face au désordre qu'il y a à l'UNIKIN. La police était obligée d'intervenir. Malheureusement, l'ignorance de l'approche avancée par le ministre du dialogue endosse toujours des conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, les étudiants doivent mettre en application ou se servir de cette faveur du ministre pour éviter que dans l'avenir, qu'on enregistre encore de telles conséquences qui ne profitent pas aux étudiants ou à l'université de Kinshasa. Nous allons revenir avec le deuxième volet de cette revendication avec vous, étant de donner la parole aussi à Eliezer. Eliezer, on a une tendance à réprimer les manifestations des étudiants. On a vu hier, on parle de morts et de blessés, des interpellations, les gaz lacrymogènes jetés à l'intérieur de homes, des auditoires. Mais madame, quoi de surprenant dans tout ça?
Nous avons un pouvoir qui n'est pas capable, qui n'a toujours pas été capable de sécuriser le marché. J'ai entendu John dire qu'il y a une loi qui dit qu'il n'y a pas de responsabilité pénale. Mais ce sont eux qui disent, avec les Mouchobékois et les autres, qui disent que non, les policiers, les militaires qui ont dérapé ont été mis à la disposition de la justice et ils ont été condamnés. La loi, j'attendais qu'il nous évoque cette loi-là, qui vous dit que quand il y a les manifestants, les policiers, les militaires peuvent tirer ce qu'ils veulent, eh ben, ils ne seront pas condamnés, ce sont les organisateurs qui seront condamnés. Ça, moi, je n'aime pas des sophistes. Hein. Je n'aime pas de sophistes, c'est ce qui m'étonne chez John maintenant, que je ne reconnais plus. Je ne sais pas dans quelle casserole on l'a mis pour devenir tel qu'il est devenu. On dit là qu'ils sont allés rétablir l'ordre, le rétablissement de l'ordre. Au Congo, c'est tuer, c'est tirer sur les gens. Est-ce qu'on trouve une solution dans la répression? Madame, j'ai toujours témoigné, toujours dans cette même police. Je suis allé en Mandaka. J'ai trouvé qu'il y a eu un cas d'assassinat. La population a mené le corps. C'est le gouverneur qui ne les a pas réussi. En quittant là-bas, en colère, moi je venais, je ne savais pas. Je venais avec mon caméraman, on voulait filmer l'événement. Il faut voir ces gens-là avec les bouteilles. Vous connaissez les gens de l'Équateur, comment ils sont des guerriers. Mais ils voulaient m'agresser. Le général Séguin, qui était là, il est descendu sans garde du corps, sans armes. Lui-même, il a maîtrisé la foule. Voilà la police dont nous avons besoin. Ce n'est pas cette police qui tire même à l'église. J'étais en Cologne, en Allemagne. J'ai vu, il y a autant de bougies qu'on a placées là, on appelle dômes, leur cathédrale. Même pendant la guerre d'Hitler, quand les gens se cachaient à l'église, on ne les suivait pas, madame. Mais ici, on ne comprend rien. À la maternité de Delvaux, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? À la maternité, on va pomper la gaz lacrymogène. Madame, la question est que la répression résout les problèmes. Ici chez nous, madame, même au stade, à l'église, on pompe. Nous sommes sortis les tout premiers pays d'achat de gaz lacrymogène. Au lieu de résoudre les problèmes, dans les sondages, les tout premiers pays pauvres, c'est nous. Nous sommes là. Mais quand ils disent, il y a deux revendications dans la démarche des étudiants. Il n'y a pas que ça. D'abord, il y a ce dysfonctionnement-là. John Lungi a travaillé avec le ministre de l'État. Il sait. Bon, si nous sommes dans un pays où le président de la République révoque Guido à Lubumbashi, à l'OFIDA, mais le gouverneur va les réhabiliter à la DGK. Si nous sommes dans un pays où le président de la République met en retraite M. Narcisse, mais André Kimbuta le remet, donc on se contredit comme ça. Ndikaï, je salue sa bonne volonté de vouloir mieux faire. Mais il n'aura pas la possibilité de mieux faire. C'est là que nous leur disons, vous avez trahi, vous n'allez pas fonctionner, quelle que soit votre bonne volonté. Mais ils sont là, on prend la décision, on dit, bon, eh ben, les fonctionnaires de l'État sont payés à combien? Vietchibas. C'est ça le problème, les attendez, parents d'élèves sont payés à combien? Le Premier ministre nous a dit qu'ils vont payer les gens à 142 000. Nous l'avons entendu lors de sa marche promise avec mon vieux Roger Lumbal, les dimanches. On n'a vu personne. Il est allé demander le prix des pains. J'ai dit, ok, comme ça, la marche, est-ce qu'on a banzongo et mapa, c'est quoi cette histoire-là? On promet, on ne réalise pas. Quand les étudiants revendiquent, ça devient un problème. Et aussi, les étudiants sont congolais comme tout autre Congolais, ils ont le droit de manifester. Je venais de vous citer quelques philosophes qui ont dit le peuple a le droit de se rebeller. On veut revendiquer quoi que ce soit, on doit chasser ces étudiants-là de l'université. Au nom de quelle loi? Au nom de quel principe? Parce que vous devez chanter. Ça, c'est le deuxième volet de notre... Madame, ici, ce qui me fait très mal, même c'est... Parce que hier, j'ai aimé, parce que... Bon, j'ai aimé parce que j'ai entendu des bêtises et que le peuple a suivi. Mais ici, sur ce plateau, vous avez reçu les membres des partis politiques. Badi Banga qui vous dit, moi je suis de la majorité. Oui, attendez, j'arrive là, je sais pourquoi je donne cet exemple. Mais nous sommes pendant les moments où Kinke Moulumba, madame, qui a vu à l'avancée de M. Laurent Désiré Kabila, a commencé à parler, il ne parle pas. Kabila ne comprend même pas que quand Kinke commence à trop parler, c'est-à-dire vous allez tomber. Il a parlé comme ça quand vous avez avancé. Il ne fera rien, il ne fera rien. Pendant qu'il a la facture de 9 millions de dollars de la SNEL, il ne veut pas payer. Kabila, je termine. Maintenant, au départ de Kabila, c'est qui réapparaît. Non, l'autorité de l'État. Quand il commence à parler comme ça, c'est la chute de Kabila.
qui est là. Mais Kabila ne comprend rien. Il a fait avec son Mzee Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, il les fait, il vous fait quoi? Et vous applaudissez. Je dis, c'est un concept. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui à l'UNIKIN, ils ont compris que la colline inspirée, il y a les gens qui ont leur conscience, les gens capables, les gens qui connaissent leurs droits, qui connaissent comment l'État doit être géré, qui savent revendiquer leurs droits. C'est comme ça que dès qu'il y a un petit mouvement, on doit tirer même sur les cafés, dans le homme. Et aussi plus grave, arracher les téléphones des gens, signe de la pauvreté. Voilà, nous prenons le deuxième volet. Le deuxième volet, ma question d'abord, s'il vous plaît, c'est que il y a, hormis le problème de frais académiques, il y a les étudiants qui réclament la réhabilitation de leurs camarades exclus, et les ministres disent que le site universitaire est apolitique et que si c'est là, ça vrai, ils seront exclus définitivement. Mais est-ce que, avant d'être étudiant, on est d'abord citoyen? Les étudiants sont des citoyens. S'ils trouvent quelque chose ne va pas, ils n'ont pas le droit de revendiquer, parce que le ministre est dessus, n'est-ce pas le dire, il est parmi des gens qui rassemblent aussi les étudiants dans leurs manifestations, les partis politiques. Moi, je suis le ministre de temps en temps. Moi, je crois qu'il ne faut pas seulement être dans son salon, dans sa chambre, ou dans son bureau ou son cabinet pour comprendre ce qu'il dit ou être informé des décisions qu'il prenne. Moi, je crois que c'est pas intéressant de dire travail, non. Moi, je crois que tout le monde, nous travaillons pas avec le président de la République, mais nous savons au moins ce qu'il dit, on est informé de temps en temps et on sait le comprendre de part et d'autre. Moi, je suivis le ministre. Le ministre n'a pas interdit aux étudiants de faire la politique. Ça, le ministre l'a dit. Mais le ministre demande aux étudiants de faire la politique dans le siège ou dans des partis politiques. Qu'ils ne fassent pas la politique à l'université. L'université, on vient pour étudier. Mais il n'a pas interdit, aux étudiants de faire la politique. Il demande aux étudiants de faire la politique, mais dans des sièges de partis politiques. Il y en a de l'opposition, il y en a de la majorité qui sont étudiants. Si tous devaient faire la politique à l'université, imaginez les conséquences. Et là, c'est la première. La deuxième des choses, madame, vous savez, il y a des revendications qui ne trouvent pas de réponse dans du trouble. Dans le cas de la revendication d'hier. Parce que quand il y a une décision prise par les autorités, et je dois vous dire aussi que quand on estime que les autorités ont abandonné les étudiants sur faux, les autorités sont à l'écoute des revendications des étudiants. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a, à la minute, il y a une réaction pour rencontrer les préoccupations des étudiants. Il y a une incompréhension, madame, et cette incompréhension, pour moi, devait trouver des réponses à travers le dialogue. Moi, je crois que si les étudiants étaient allés vers le ministre pour lui poser ces problèmes-là, on aurait pu éviter ce qui se passait. Parce que quand le ministre rappelle la circulaire, vous allez payer au taux des 96. Et il n'y a pas eu majoration de frais académiques. Quand vous arrivez au niveau de la banque pour payer le frais, il y en a qui payent en dollars. Ça ne pose pas de problème. Mais ceux qui viennent payer en francs, on leur impose les taux de 16. C'est là où se pose le problème. Et leurs parents sont payés à quel taux? Vous voyez? Effectivement, les problèmes du taux budgétaire cette année n'a rien à voir. Ça a été dissocié des frais académiques pour éviter ces troubles, effectivement. Donc le problème du taux budgétaire ne se pose pas pour les frais académiques. Je vous dis qu'il y a une décision qui a été prise et les chefs d'établissement sont saisis. Les étudiants doivent le savoir, qu'ils vont payer les frais académiques au taux de 96. Et il n'y a pas eu augmentation de frais académiques. Ce sont deux décisions prises par le ministre. Et ça doit être respecté et appliqué. C'est ce que je dis ici. Et donc, vous avez vu le chef de l'INBTP qui est allé à l'encontre de la mesure. Le DG a été sanctionné. Et donc, aux étudiants, moi, je demande, parce que le ministre est flexible, et il sait négocier pour trouver des solutions. Moi, je crois que ce n'est pas important de passer par de troubles, parce que des troubles appellent l'intervention de la police qui a la mission de réhabiliter l'ordre. John, parlons de la police. La police parle d'un bilan de 4 policiers blessés. Le commissaire provincial de la police ne fait pas les bilans des étudiants qui ont été blessés. Est-ce que vous avez au moins l'information sur l'étudiant qui a été blessé? Effectivement, moi j'ai vu le réseau, je suis le réseau social, la photo de l'étudiant qui a le bras braillé. Selon les informations, il est admis aux urgences aux cliniques universitaires de Kinshasa. J'ai suivi, on appelle à la compassion des autorités, je
je parie, je ne suis pas dans le secret des autorités. Je crois que comme il en a toujours l'habitude de le faire, il est important parce que le ministre l'a fait à l'UNBTP, il l'a fait à l'IEC, il l'a fait à l'ISAM. Je crois qu'il va écouter ces cris d'alarme pour aller au chevet de l'étudiant qui est admis aux urgences. Mais je crois que les étudiants vont à l'université. Nous avons été étudiants, nous avons revendiqué nos droits, mais je crois qu'il faudrait éviter que nous puissions faire l'objet de manipulations. Merci, il faut revendiquer nos droits en tant qu'étudiants. Le commissaire provincial de la police accuse ces étudiants d'être manipulés par les opposants. Il dit qu'ils ont été associés avec des bandits et des coulons. À chaque fois, il parle de manipulation. Qui manipule finalement ces étudiants? Ils sont en carence de concepts, tous ces gens-là. S'ils ne parlent pas de manipulation, ils parlent de terroristes. S'ils ne parlent pas de terroristes, ils parlent de drogués. Ils ne savent pas qu'il y a les jeunes conscients capables de revendiquer. J'ai entendu John Lungila qui dit que les sites universitaires, on ne doit pas faire la politique. Quand on étudie les droits constitutionnels, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas de la politique, ça. Quand vous mettez tous les coordonnateurs des universités, les gens du PPRD, ils doivent bénéficier de l'appui, même les délégués facultaires, ils doivent bénéficier de l'appui du PPRD et alliés pour être coordonnateur. Vous pensez que ces gens-là qui sont passés à la télé pour dire que non, association des étudiants, nous disons non à la manipulation, à l'université, on ne fait pas la politique. Ça, c'est quelqu'un qui est allé étudier. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que ça revient à un général de le dire, parce que le général est apolitique? Non, écoutez bien, moi j'ai dit une chose. Quand on dit qu'il y a manipulation, qui a manipulé qui? Qui a manipulé qui? On accuse la faiblesse de la majorité. Parce que même quand il y a des trucs d'argent ici, on vous dit que non, monsieur va toucher 8 millions de dollars de Moïse Katumbi. Et ne voit que Katumbi. J'ai déjà posé plusieurs fois la question à ces gens qui ont... Donc Katumbi manipule aussi l'Union européenne, la Belgique. Katumbi manipule même le pape, le Saint-Père. Donc j'ai déjà posé une question aux gens. Entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui a beaucoup plus d'argent, ils sont bloqués. C'est la même chose qui revient. On manipule. Mais vous, la majorité, là, donc, vous n'êtes pas capable. Majorité entre guillemets. Vous n'êtes pas capable de manipuler aussi. Mais qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez la majorité qui a l'argent. Vous utilisez l'armée. Vous utilisez notre police contre nous. C'est ce qui est bizarre. Moi, je me dis, madame, tout ce que les gens, aujourd'hui, peuvent raconter, parce que quand on vous dit, non, si les étudiants veulent revendiquer, même de l'ISTA ici, non, il ne faut pas faire la politique là-bas. Mais quand les étudiants de l'UEC ont soutenu Steven Mbikaï, parce qu'il avait pris une décision qui allait leur faveur, on n'a pas parlé de la manipulation là. Là, on a oublié. Mais quand les étudiants revendiquent un droit légal, non, ça devient une manipulation. Madame, moi je dis, ce qui me fait très, très mal, parce que surtout quand je vois nos confrères journalistes, c'est ce que je déplore chez notre ancienne consoeur Marie-Ange Mouchobeko. Vous sentez qu'elle n'est pas à l'aise. On lui demande de dire des choses contre sa volonté. Elle se contredit. Vous ne reconnaissez pas Mouchobeko. Ici, madame, on ne doit pas user de la force pour toujours tuer les gens qui revendiquent. Les manifestations pacifiques, toutes les images que vous avez vues, vous n'avez vu personne avec une bouteille, avec la pierre. Moi, je vis, madame. J'appelais même le général Kassongo. Il m'entend. Vous voyez, au niveau de l'avenue Bokassa Croisement Founa, nous sommes samedi. Ce n'est pas le jour de la manifestation. On a commencé à barricader les routes, tout ça. On arrive là, on était dans un petit embouteillage. Je vois la Jeep de la Légion Escadron Mobile. Les policiers descendent et vont suivre quelqu'un qui a le bus 207 devant. Ils vont jeter la gare lacrymogène dans un bus rempli de gens 207. Madame, j'ai été estomaqué, j'ai dit, mais c'est pas possible ce que nous voyons. Voilà, on va dire un mot par rapport à un sujet, parce que nous l'avons annoncé, juste un mot, 30 secondes pour vous deux. C'est le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a publié son rapport annuel pour l'année 2017 de la situation des droits de l'homme en RDC. On note une hausse de 25% des cas de violation de droits de l'homme par rapport à 2016, une augmentation de 146% des cas d'exécution sommaire extrajudiciaire. Le bureau s'est dit tout de même satisfait du fait que 150 militaires et 50 policiers ont été pris la main dans le sac pour violation de droits de l'homme et ils ont été
jugé et condamné. Élisère, un commentaire par rapport à ça? Je voulais que John commence par commenter parce qu'il a dit que la responsabilité pénale ne revenait pas aux militaires et aux policiers. Vous souhaitez que ce soit John. John, vous avez la parole. Une question, je suis venu ici pour répondre aux questions. Moi, personnellement, madame, je crois que les acteurs politiques doivent le savoir aussi, c'est à leur intention. J'ai vu la présence de la MONUSCO les dimanches pour faire des missions d'observation pendant la marche. À un moment donné, ça a été confondu, cette présence des casques bleus, et j'ai vu leur porte-parole dire « Nous avons vu, nous étions là, madame. La MONUSCO est ici chez nous, ça fait combien d'années ?» Est-ce que la MONUSCO, c'est pour la première fois de dire « J'ai vu la répression, cette fois-ci, nous voulons nous-mêmes être là sur terrain ». Est-ce que c'est pour la première fois que la MONUSCO traverse la commune de la Gombe ou d'autres communes de la capitale? Non. Alors, il ne faut pas attendre que... et parce que la MONUSCO pouvait bien observer la situation à partir de qui j'ai ici de la Gombe. Et donc, moi, je crois que je ne fais pas confiance au bureau, au communiqué du bureau, parce que il en est même avec leur point de presse hebdomadaire, c'est toujours la même chose. Après, vous allez apprendre, là où vous dites que la situation est calme, un peu volatile, vous allez apprendre qu'on a attaqué leur base au sud Kivu, au nord Kivu. Il ne faut pas faire confiance à la MONUSCO. Je voulais terminer dans les 10 secondes qui restent pour demander aux étudiants, parce qu'il faut voir ce qui est plus important pour nous aujourd'hui. Le matin à l'UNIKIN, il y a eu encore du trouble. Pour demander aux étudiants qu'il n'y a pas eu majoration de frais académiques, ils vont payer au taux de 96 le dollar. Pour la situation qui concerne l'étudiant avec le bras broyé, je crois que la situation et l'autorité est déjà saisie. Peut-être qu'on pouvait s'attendre à une intervention dans les heures qui suivent, qui fassent la politique et tels qu'ils le veulent, ils sont libres, mais les activités politiques sont interdites sur les sites universitaires. La politique, on peut la faire. Personne n'interdit aux étudiants de faire la politique, mais au siège de partis politiques. En espérant que le ministre Steve Mbika va trouver une solution définitive, que ça ne se puisse plus revenir. Élisère, c'est par rapport au rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits. Merci beaucoup, madame. Moi, d'abord, je compatis avec les camarades qui sont à l'UNIKIN. Je compatis avec tous les universitaires conscients de la situation et qui connaissent leurs droits. Je compatis avec eux parce que je pense que les droits n'est droit que quand on sait les revendiquer. C'est un principe de droit qui dit cela. Nous devons revendiquer à temps et à contre-temps nos droits. En ce qui concerne le rapport, il n'y a rien de nouveau. On a savouré la champagne ici, que nous sommes passés dans la commission au Conseil des droits de l'homme. On est là. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous respectons les droits de l'homme? Comme nous sommes dans un pays où nous passons toujours par césarienne, par fraude, le troisième pénalty que Moïse Katumbi a évoqué l'autre fois, vous voyez même, elle s'appelle comment? Francine Mouyumba. Son élection contestée, sont allés frauder là-bas. On prétend être populaire alors qu'on ne l'est pas. Parce que quand on est populaire, on ne doit pas préparer la fraude. Aujourd'hui, c'est la même chose. Avec notre passage là-bas aux droits de l'homme, on s'était dit, on sera modèle. Même ceux qui disent que nous devons nous organiser pour aller aux élections, comme s'ils étaient populaires. Comme s'ils étaient populaires pour être réélus ou être élus. Ils ne sont pas populaires. Pour preuve, madame, ils organisent quand on est populaire, on n'organise pas la fraude. Ce n'est pas ça. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est l'organisation de la fraude. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour que la RDC cesse d'être championne en violation de droits de l'homme? Voilà, madame. Nous devons être d'abord dans un état de droit. Qui dit état de droit dit un pays où la loi est au-dessus de tout le monde. Et nous sommes là. C'est là que le cardinal a dit que nous voulons la force de la loi au lieu de la loi de la force, madame. Pour qu'il y ait le calme, ce n'est pas en étouffant. Ça, vous vous trompez, vous allez étouffer. Je ne sais pas, les 16, on aura encore une autre marche. Il y en aura plein tant que la solution ne sera pas trouvée. Et vous allez tuer tout le monde. Je me suis posé la question de savoir si on doit chercher à éliminer tout le monde, à mettre tout le monde en prison, à tuer tout le monde, à arrêter tout le monde. Et mais finalement, on va diriger qui? Si on est aimé par son peuple, si on a quand même, par devoir de redevabilité, on devrait se taire et voir l'intérêt général. Madame, ici je dois profiter pour dire aux gens, la politique, ce n'est pas ce qu'on dit l'art de mentir ou une malignité quelconque. La politique, c'est l'art d'organiser une société pour l'intérêt général, pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais là, nous sommes dans un pays de des extrémités. Les riches sont plus riches ou les pauvres sont plus pauvres.
on s'en fout de tout le monde. Merci Élisère, merci à vous, fidèles auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa, d'avoir suivi ce magazine kiosque de ce jeudi 25 janvier 2018. Nous disons merci à Patricia Belledou et Stéphie Louvoiseau qui étaient du côté de la Radio Liberté Kinshasa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Suivez-nous sur YouTube, Doudou Montiri TV. Au revoir, on se retrouve demain, 9h30. Au revoir.